suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour lancer la toute première semaine respiration du magazine Marie-Claire, une semaine entière dédiée au bien-être que vous pourrez suivre tous les jours sur notre site et nos réseaux sociaux. Une semaine autour du thème renouer avec son corps. Nous débuterons par une conférence, puis vous pourrez suivre 2 ateliers, un atelier nutrition avec les chefs de l'hôtel Molitor de la collection M Gallery et enfin un cours de sport dispensé par Julie Granger. On espère de tout cœur que cette première semaine avec nos partenaires WW, anciennement Weight Watchers, et les hôtels de la collection M Gallery vous plaira. En attendant, je vous retrouve tout de suite pour la table ronde renouer avec son corps. Je suis ravie d'accueillir avec moi 3 intervenants. Marianne Talleux, vous êtes responsable de la nutrition et du programme chez WW, anciennement Weight Watchers. Bonjour. Je suis également avec Pascal Grévelec. Pascal, vous êtes spa manager de l'hôtel Molitor de la collection M Gallery, où nous nous trouvons d'ailleurs aujourd'hui. Donc je vous remercie pour votre accueil dans ce bel établissement. Enchanté. Enchantée. Je suis également avec Julie Granger. Julie, vous êtes professeure de danse et de yoga, fondatrice de The Studio Paris, qui est une plateforme de cours en ligne. Vous avez développé plusieurs concepts de cours de sport dont nous parlerons, je l'espère, au cours de cette table ronde. Et vous animerez également l'atelier de la semaine respiration avec un cours de ballerina body training. C'est ça, merci Amandine. Donc merci à tous les 3 d'être avec moi aujourd'hui. On va parler d'un thème clé à l'approche de l'été qui est renouer avec son corps. Alors c'est vrai que c'est un vaste sujet. On est toutes et tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas de mode d'emploi tout prêt ou de formule magique. Néanmoins, et c'est l'un des premiers messages que l'on veut faire passer aujourd'hui, c'est possible. Apprendre à accepter, à respecter, à regarder son corps sous un nouvel angle, évidemment plus bienveillant, c'est possible. Parfois, c'est vrai que le désamour, entre guillemets, dure depuis de nombreuses années. Donc, c'est un long chemin, c'est un apprentissage personnel. Néanmoins, on va voir aujourd'hui qu'il existe des clés concrètes, des bonnes habitudes à mettre en place au quotidien pour tendre vers une relation plus sereine et plus vertueuse avec son corps. Pour commencer, j'aurais voulu revenir sur l'expression renouer avec son corps. C'est vrai que le verbe renouer implique qu'on a une relation un peu de désamour avec son corps, qu'on n'a pas toujours su accepter son corps tel qu'il est. La réconciliation, c'est sûr, est alors un long chemin, un processus personnel. Maintenant, c'est possible d'accueillir l'été qui arrive sous les meilleurs auspices. Cet été qui d'ailleurs, c'est vrai, s'inscrit dans une période inédite qui est celle du confinement, de la crise sanitaire. Mine de rien, ça a aussi fait évoluer le rapport que chacun entretient avec son corps, alors parfois en bien, parfois en mal. Ce qui est sûr, c'est que le corps a été caché pendant de longs mois, pendant plus d'1 an. Forcément, il a été contraint au retrait de la vie sociale, forcé aussi à l'inaction avec la fermeture des salles de sport, la fermeture des piscines, beaucoup moins d'occasions de se dépenser en extérieur, aussi beaucoup de télétravail, ce qui implique forcément qu'on reste à la maison devant son ordinateur, sur une chaise. Donc une sédentarité, si je puis dire, plus. Face à ce contexte un peu jamais vu, inédit, c'est vrai qu'il y a eu 2 grandes tendances de façon de réagir et on l'a notamment vu pendant le premier confinement. Il y a eu ces personnes qui ont décidé de mettre leur corps au repos, qui s'en sont pas vraiment préoccupées. Et puis au contraire, il y a eu d'autres personnes qui ont justement profité de cette parenthèse pour se réapproprier leur corps, notamment en faisant beaucoup de sport, avec tous les cours de ligne, les cours de sport qui ont fleuri en ligne. Beaucoup de gens aussi qui sont passés derrière les fourneaux pour se faire à manger, pour adopter une alimentation plus saine. Alors, il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises manières, c'est vrai, d'avoir vécu ce confinement. Néanmoins, le retour à la vraie vie, si je puis dire, n'est pas évident dans les 2 cas. Si j'ai laissé mon corps de côté, si j'ai pris un peu de poids, comment je fais aujourd'hui pour me dévoiler au monde sans que cela ne me coûte trop, sans me créer des complexes. Et au contraire, si j'ai acquis plein de bonnes habitudes, du point de vue du sport, de l'alimentation, comment est-ce que je les fais perdurer dans le temps avec toutes les tentations, c'est vrai, les restaurants, les apéros qui vont reprendre, beaucoup moins d'occasions aussi d'être à la maison, de faire du sport. Donc c'est déjà l'une des premières questions que je vais vous poser, notamment Marianne. Voilà, comment reprendre le cours de la vie en douceur? Alors je pense que déjà dans un premier temps, si on a pris des habitudes saines depuis le premier confinement, donc maintenant il y a plus d'1 an, on a tenu ces habitudes, je crois que déjà il faut se féliciter. C'est une première chose à faire pour prendre conscience justement de ce chemin parcouru, de ses succès.
Et la deuxième chose, c'est de trouver des stratégies pour protéger cette habitude, protéger ce comportement. Et c'est vrai que nous, chez WW, notre mission, c'est d'inspirer des habitudes saines à tous pour la vraie vie. Donc, on est basé sur la science. Hein. On a plus de 100 techniques basées sur les sciences comportementales pour aider nos membres à changer durablement. Et donc, je pense que, par exemple, si vous avez mis une nouvelle habitude en place au premier confinement, au premier confinement, on avait le droit de sortir une heure par jour. Donc, imaginons, vous vous êtes dit, je sors 1 heure après le déjeuner pour marcher, peut-être courir. Une chose à faire, par exemple, qu'on pourrait mettre en place, c'est de protéger cette habitude en se gardant toujours cette heure-là pour nous, un moment pour soi, pour pouvoir continuer sur le long terme. Aussi, vous me parliez, on en avait discuté ensemble, du fait de ne pas culpabiliser. C'est important aussi, je trouve, la déculpabilisation. Si j'ai pris un peu de poids, c'est pas très grave. Dans le premier cas dont vous parliez, ou dans si le je cas me suis laissée un peu aller. Voilà, ou en tout cas, je pense que la déculpabilisation, c'est important parce qu'il faut se remettre dans un contexte qui était quand même très particulier. On était dans un contexte inédit, un environnement très anxiogène aussi pour certains. Potentiellement, on devait télétravailler, on devait faire l'école à la maison, etc. Je crois que c'est important de dire que si on a préféré rester dans son canapé à regarder une bonne vieille série, c'est OK en fait. C'est certainement qu'on en avait besoin. OK. C'est vrai que le retour à la vraie vie, quand on parle de retour à la vraie vie, justement, on peut se demander si ce sera le retour aux injonctions. Et justement, pendant le premier confinement, c'est vrai qu'en fait, on a vu tous ces gens qui faisaient du sport à fond, qui faisaient la cuisine. Et si justement on est resté dans son canapé, on a peut-être un peu culpabilisé. Après, on a vraiment l'impression que les choses avancent, mine de rien, que les lignes bougent. Mais j'ai des chiffres quand même sous les yeux qui prouvent que les complexes ont la vie dure. Une récente étude parue en juillet de l'année dernière, donc quand même après le premier confinement, dit que 67% des femmes sont complexées par leur physique quand un Français sur 2 se trouve trop gros. Sur ces femmes complexées, les 3/4 affirment que les publicités renforcent leurs complexes, ainsi que les réseaux sociaux. Alors peut-être avant de vous faire rebondir sur ces chiffres, juste revenir, c'est vrai, sur les réseaux sociaux qui ajoutent quand même un nouveau parallèle dans la relation que l'on a avec son corps. Il y a des bonnes choses sur les réseaux sociaux, il y a notamment tous ces mouvements body positifs qui font avancer les choses, qui sont très inspirants. Et d'un autre côté, on a encore, et encore une fois, c'est comme pour le premier confinement, une sorte de dictature de la perfection avec des photos retouchées au millimètre près, ou alors voilà, des modes de vie qui semblent parfaits. Et finalement, quand on est un peu sensible à la question du corps, c'est difficile, je trouve, de se positionner entre ces deux extrêmes. On n'a pas forcément de repères fiables. Du coup, ça crée des complexes pour certains. Et d'ailleurs, on en parlait aussi, Marianne, quand on parlait de repères, vous me disiez, bien sûr, on a vu ces chiffres ensemble, vous me disiez ce fameux repère qu'est l'IMC, voilà, c'est vrai qu'on se fie à lui, on se dit, bon, si je suis trop bas, si je suis trop au-dessus, ça veut dire que je suis trop mec, que je suis trop gros. Et en fait, vous disiez que c'est un peu bancal comme repère. En fait, l'IMC, donc, c'est, juste pour rappel, c'est l'indice de masse corporelle. Hein, donc c'est une mesure assez simple qui permet d'estimer la corpulence d'une personne. Et si on regarde les chiffres, on voit qu'une personne sur 2 en France est considérée comme en surpoids, voire souffrant d'obésité, puisqu'elle est au-dessus d'un IMC 25. Mais en fait, ça ne veut pas dire que vous serez en mauvaise santé. Il va falloir aller un peu plus loin dans l'analyse et voir avec votre médecin si vraiment, pour des raisons de santé, vous avez du poids à perdre. Donc, je crois que c'est important d'aller au-delà des statistiques et finalement de se dire, OK, j'ai des complexes, je me prends en main déjà, peut-être je passe à l'action. Je vais essayer de manger mieux, je vais essayer de bouger plus et petit à petit, je vais être dans un cercle vertueux en fait, un cercle positif pour moi. Je vais faire des meilleurs choix pour ma santé et petit à petit, je vais me sentir mieux. Et je crois que finalement, c'est certainement plus important que le chiffre qui s'affiche sur la balance. Et chez WW, on le voit souvent, les personnes qui suivent le programme gagnent énormément en confiance en elles. D'accord. Sur l'histoire, ce chiffre, 67% des femmes complexées, on en parlait aussi, Julie, vous avez l'occasion de rencontrer beaucoup de femmes, de donner beaucoup de cours de sport, et vous me disiez justement, parfois, vous êtes vous-même étonnée de voir des femmes que vous trouvez
trouvées sublimes et qui ont toujours quelque chose à redire sur elles-mêmes. Voilà, c'est ça. En fait, moi, j'ai beaucoup de clientes qui, je trouve, sont magnifiques. Et quand je vois leurs préoccupations, j'aime pas mes fesses, j'aime pas mon ventre, j'aime pas mes hanches, toutes ces choses-là. En fait, ça me revient un petit peu en boomerang où on se rend compte qu'en fait, on a tous nos complexes. Et je pense qu'on parlait des réseaux sociaux, etc. Et quand on voit ces filles qui sont, entre guillemets, dans ce qu'on appelle Insta parfaite, Insta perfect, elles-mêmes ont leur petite fixation sur ce qu'elles n'aiment pas, etc. Donc, il y a un vrai travail à faire entre l'image que les gens donnent et voir que ces filles-là, elles aussi ont ces problèmes de penser que quelque chose ne va pas avec elles-mêmes. Mes clientes, souvent, ont des complexes qu'elles ont eus depuis toujours. Moi, quand je les vois, je ne le vois pas. Du tout. Et c'est là qu'on se dit, on a toutes des choses c'est un peu comme de l'hypocondrie visuelle. En fait. J'ai l'impression qu'on se dit, au secours, on fait une fixette là-dessus. Et moi, je pense qu'au lieu d'essayer de absolument vouloir gommer ce défaut physique, reprendre le sport plus dans un aspect psychique, en fait, ce qui fait qu'on va se sentir mieux par les endorphines, par le fait que juste bouger, on se sent mieux. On aura moins tendance à voir les choses en noir et donc à moins avoir un avis négatif sur son propre corps, en fait. Donc, plutôt que de gommer absolument le défaut physique ou que de se remettre à bouger juste pour ce résultat physique, je pense que c'est beaucoup plus mental. Et le confinement a fait beaucoup de mal, je pense, mentalement aux gens, puisqu'on se comparait. Nous, on gagnait du poids, on était sédentaires, on n'était pas forcément bien et on voyait en images ces filles sur Instagram qui ont l'air, pour qui tout va bien apparemment, etc. Or, je pense qu'on a aussi pu avoir la chance de voir qu'en fait, on était toutes humaines. On a tous eu nos moments Zoom où quelque chose n'allait pas maquillée, en pyjama. Donc, d'un côté, on a peut-être eu cette réalisation-là, qu'on était toutes pareilles et qu'on a partagé des complexes pour tout le monde, en fait. Voilà. Ok, merci. Là, on est tous d'accord, du coup, et ça rejoint un peu ce que vous venez de dire, Julie. Voilà, si je décide, du coup, de l'été qui arrive, de me reprendre en main, si j'ai envie de redessiner ma silhouette, de faire un peu attention à ce que je mange, c'est vrai que le mot-clé, c'est un peu la douceur. On est tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas y aller avec brutalité, trop d'excès ou trop de carences. Vous parlez du sport, justement, dans le sport, et là, je vais m'adresser à vous, Pascal. C'est vrai que vous êtes kiné de formation, donc ne serait-ce que pour ne pas se blesser, pour éviter les blessures. Si je décide demain d'aller courir, peut-être que je ne vais pas courir pendant 3 heures si ça fait des mois que je n'ai pas mis le nez dehors. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, les blessures sont dues généralement à une reprise d'une activité qui n'a pas été préparée. Ça peut être au niveau nutritionnel, ça peut être au niveau de l'échauffement, au niveau matériel également. Des personnes qui se remettent à courir, qui n'ont pas de bonnes chaussures ou qui ne sont pas adaptées, qui ne se sont pas préparées. Notamment, comme vous en parliez, un surplus de poids, donc les articulations vont être amenées à un peu plus travailler, un peu plus impactées. D'accord, donc si je reprends le sport, je me prépare. Je prépare ma sortie avec un bon équipement et en ne forçant pas trop dès le début. Et Julie, vous en parliez aussi, on en parlait la dernière fois, vous me disiez d'ailleurs qu'il y avait du yo-yo dans le sport. Et c'est vrai que là, on parle de renouer avec son corps pour l'été, mais en fait, l'idée, c'est bien sûr de renouer avec son corps sur la durée. C'est pas simplement de m'acharner au sport là pendant quelques semaines pour aller afficher 5 kilos en moins sur la balance avant l'été. Et c'est vrai qu'encore une fois, ça rejoint aussi l'idée de faire du sport pour le plaisir, de ne pas forcément chercher la performance. Vous êtes d'accord avec ça ? On en avait parlé, Oui, c'est exactement ça. En fait, il y a les personnes qui ont profité du confinement pour ne rien faire et qui vont reprendre. Déjà, je pense qu'il est important d'essayer de s'éloigner de cette image du miroir et il y a cette chose-là d'être doux avec soi-même, même dans comment on attaque sa reprise, en fait. Donc, on pense pas à quoi ça ressemble, à quoi on ressemble, on est plutôt dans le ressenti. Les autres qui ont fait beaucoup de sport, il va falloir garder toutes ces bonnes habitudes, comme on en parlait avec Marianne, c'est pareil pour ce qu'on mange, les habitudes alimentaires, mais on peut faire du yo-yo avec le sport, en effet. Allez, c'était le confinement, je vais faire 1 heure de sport tous les jours, 7 jours sur 7, et puis tout d'un coup, on rouvre. Et donc,
les bienfaits du sport viennent dans la durée, sont des bienfaits qui sont très sur l'aspect mental, pas seulement physique. Et on est dans ce cercle vertueux, en fait, il va falloir faire attention à ne pas le casser, ce cercle-là, à la reprise, je pense. Et donc, c'est cette certaine discipline qu'on a eu pendant le confinement certaines fois, qu'il va falloir continuer pour pouvoir voir les bienfaits sur la durée et ne pas couper ça, en fait. Donc, essayer de s'accorder. Alors, peut-être que c'est plus 1 heure. Maintenant, on n'a peut-être plus 1 heure à consacrer à son sport. Mais il vaut mieux être régulier. 20 minutes, je veux dire, 10 minutes de sport, c'est mieux que 0 minutes de sport. Ouais, ça donc, compte quoi quand qu'il même. arrive, essayer de rester régulier, pour moi, c'est vraiment la clé de la réussite. Une fois qu'on en a vu les bienfaits, je pense que de toute façon, on a envie de garder ça, de garder ces bonnes habitudes. Et je pense qu'il va falloir vraiment y faire attention, que ce soit dans l'alimentation ou dans le sport. Et toutes les habitudes qui ont été prises, les bonnes habitudes, j'espère qu'elles vont justement perdurer, que les gens se sont enfin rendus compte que le sport, ce n'était pas seulement physique, c'était aussi mental. Ouais. Donc d'aller vers quelque chose qui nous fait du bien, qui est plutôt dans le ressenti, plutôt que le résultat, ça y est, c'est l'été, je veux avoir des abdos, ça ne tient pas. C'est comme ne rien manger pour perdre 3 kilos en 2 semaines parce qu'on se marie dans 2 semaines. On ne va pas tenir ça. Ce sont des habitudes à prendre sur le long terme et qui sont du coup moins drastiques en fait et plus plaisantes. Ouais. Justement, la notion de plaisir, elle est importante. Je pense que c'est l'une des clés de la régularité, trouver son sport plaisir. Ça, c'est vrai que parfois, on fait du sport, on n'aime pas ce qu'on fait, donc ça ne marchera pas sur le long terme. Comment on fait pour trouver son sport plaisir? Est-ce qu'on teste plein de choses? Vous, je sais que vous avez une large palette de cours de sport. Peut-être que vous pouvez nous en parler. Selon ce qu'on préfère, on a peut-être des pratiques plus douces, plus intenses. Voilà. S'il y avait un conseil pour trouver un sport qui nous plaît, ce serait quoi? Ce serait tester plein de choses? Alors, tester, ne pas avoir de préjugés déjà. Il y a plusieurs... Par exemple, au départ, je suis danseuse, donc je suis professeure de danse, mais je suis aussi professeure de yoga. Souvent, on pense que le yoga, on a un a priori, c'est zen, namasté, encens, etc. Moi, par exemple, j'ai été formée aux États-Unis. C'est là où j'ai commencé ma carrière. Et donc, je fais un yoga qui est, par exemple, très dynamique. Donc déjà, essayer de se libérer des préjugés pour ne pas s'empêcher d'aller vers une pratique qui pourra nous plaire. Mon premier cours de yoga, on m'a traîné parce que j'avais un préjugé, on m'y a traîné. Et en fait, je suis tombée amoureuse du yoga ce jour-là. Voilà. Donc, savoir qu'on peut avoir des belles surprises. Tenter plusieurs choses et peut-être pas forcément aller vers je suis raide, donc je ne fais pas de yoga. Ou j'ai toujours voulu en faire, mais je n'ai jamais fait de danse classique, donc je ne vais pas essayer. Et si on avait ce changement un peu de mentalité, de voir qu'un challenge, en fait, ça peut être quelque chose de bien à relever et pas forcément dans le négatif. Donc, d'essayer plusieurs concepts, d'essayer plusieurs cours, plusieurs professeurs aussi. Là, je pense que pour une reprise, c'est important d'avoir des profs qui sont bienveillants et pas des profs qui nous motivent dans la force et en nous hurlant dessus. Quelqu'un de bienveillant d'abord. Ensuite, pour les concepts, il y a de tout. Il y a du yoga, du pilates. Moi, j'ai plusieurs, vraiment, en effet... Justement, pour contrecarrer ça, pour un peu avoir une offre qui peut forcément plaire, j'ai des cours de HIIT, donc du High Intensity, vraiment targetés pour les femmes. Donc ça, c'est le Ballerina Body Training, dont je vous montrerai tout à l'heure. J'ai un cours de Brooklyn Flow, qui est un yoga extrêmement dynamique, cardio, avec beaucoup d'abdos. Et là, c'est très basé sur la musique. Un cours de barre qui est très basé sur le pilates et la danse classique. On a des yogas plus doux. On a un cours de stretch qui est très bien pour une reprise. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Il faut juste garder l'esprit ouvert et ne pas se décourager, surtout. Ne pas se décourager au premier cours. Si on sent qu'on a quelque chose et qu'on a bien aimé, mais on n'est pas, je n'étais pas à la hauteur, je n'étais pas au niveau, il faut absolument perdurer sur 3-4 séances de quelque chose pour se faire une bonne idée. Pour moi, changer au premier cours et changer, essayer de... Ça ne peut pas marcher. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, 3 cours. Et ensuite, on peut dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on n'est pas fait pour ça, qu'on veut autre chose. Et ça nous donnera des indications sur ce qu'on veut faire à la place. J'ai pas aimé parce que c'était trop lent. Bon, maintenant, je sais que je cherche quelque chose de plus rapide. Donc, il faut tester pour pouvoir se faire une idée de ce dont on a besoin aussi, voir les résultats aussi, comment on se sent le lendemain après tel cours. Si après tel cours, on a un mal partout, on ne peut plus marcher, c'est pas plaisant non plus. Donc, il faut tester et vraiment garder l'esprit ouvert et s'accrocher ensuite. Ok. Voilà. Et finir par prendre du plaisir. Et d'ailleurs, le plaisir, c'est aussi une notion importante dans l'alimentation. Parce que c'est vrai que là, les restaurants rouvrent, les bars rouvrent.
Donc forcément, on aura plus de tentations. Si j'ai acquis plein de bonnes habitudes, si j'ai fait attention à ma silhouette, comment je vais gérer le gâteau au chocolat que je vais vouloir prendre en dessert sans culpabiliser? Voilà, alimentation saine, c'est pas non plus contradictoire avec alimentation plaisir. Est-ce que Marianne, ça vous pouvez nous en parler? Peut-être déjà aussi redéfinir ce qu'est une alimentation saine et après comment réhabiliter la notion de plaisir au quotidien sans culpabiliser, sans faire trop d'excès ou compenser par des carences ou une alimentation qui serait pas saine du coup. Ouais, je pense qu'en effet, c'est important de redéfinir ce qu'est une alimentation saine. Parce que alimentation saine, ça veut dire alimentation qui est bonne pour sa santé. Ouais. Donc, qui va apporter tous les nutriments dont on a besoin. Moi, j'avais une collègue qui me disait souvent, Marianne, l'alimentation, c'est pour le corps, mais c'est aussi pour l'esprit. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on nourrit aussi la tête. Donc, il y a vraiment cette notion de plaisir qu'il ne faut pas oublier. Donc, en gros, on sait que pour manger sainement, il faut tendre vers un équilibre alimentaire. On a tous en tête les 5 fruits et légumes par jour, manger pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, etc. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est la notion de variété. On peut manger de tout, en fait. Rien n'est interdit. Aucun aliment, aucune boisson n'est interdite. Et ça, c'est très important. Et dans le passé, on a vu beaucoup de choses, des régimes drastiques. Vous m'aviez parlé des régimes drastiques. Où on élimine complètement une catégorie d'aliments, en fait. Notamment les féculents, souvent. Oui, les féculents, les sucres. On a vu des détox au sucre où on arrêtait tous les produits à base de sucre, tous les produits sucrés. Mais ça, en fait, c'est pas ce qu'on appelle une alimentation saine. On peut vraiment manger de tout. Il faut que ça soit une alimentation qui vous convient, en fait. Donc, en fonction de vos goûts, de vos habitudes. Comme dans le sport, on teste. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis, surtout, c'est pas forcément le régime miracle qui a marché pour la voisine qui fonctionnera pour vous. En fait, c'est vraiment une alimentation qui vous convient à vous en fonction de votre vie. OK. Très bien, merci. Si la crise sanitaire a au moins eu un avantage, c'est celui de nous faire prendre conscience qu'il fallait prendre soin de soi, de sa santé, de son bien-être. Et là, je vais m'adresser à vous, Pascal. On avait discuté un peu en amont de cette table ronde et vous m'aviez dit que le carnet de réservation du Spa Molitor était quand même bien rempli. Donc, ça prouve qu'il y a une volonté de faire attention à soi. Oui, alors bien rempli. En tout cas, il y a une grosse liste d'attente. Effectivement, si on se réfère au premier déconfinement, nos plannings se sont remplis en 3 jours. Donc, c'est vrai qu'on a 13 cabines de soins, on a 1700 mètres carrés de surface en bas. Donc, c'est quand même un bel espace et il y a une réelle attente et un réel engouement. D'ailleurs, l'hôtel reçoit toujours des appels depuis le mois de novembre. Quand est-ce que vous allez ouvrir? Donc, il y a vraiment cet engouement-là d'attente qui se réitère. Les gens ont vraiment, comme vous le disiez, attendent de se reprendre en main et de prendre soin d'eux. Et vous parliez tout à l'heure d'ailleurs de ce côté donc physique, mais également mental. Donc effectivement, on a ce côté endorphinique, donc de libération d'endorphines que les gens recherchent aussi bien au niveau du massage ou de la nutrition ou de l'activité physique. Après le massage, on s'imagine tout de suite quelque chose de très relaxant, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que ça. Vous ici à Molitor, vous avez une large gamme de soins. Donc, ce n'est pas que forcément du massage détente, c'est aussi quelque chose de plus vivifiant. Oui, tout à fait. Bon, c'est un choix qu'on a fait en adéquation avec le lieu. Effectivement, on est un spa avec la Reims. Donc, on a tout ce qui est massage bien-être, massage équilibre, que monsieur et madame tout le monde recherche. Mais on a essayé de toucher également ce côté sportif qu'on a au sein du club, au sein de l'hôtel, qui est en adéquation avec le lieu. Et on a créé effectivement des massages beaucoup plus toniques et beaucoup plus ciblés, des massages sportifs qui ont été cautionnés par des sportifs de haut niveau. Donc le massage du nageur, on l'a fait avec Camille Lacour, un massage du boxeur avec Sarah Ouramoun, du runner avec Muriel Ortiz, qui cible plus des groupes musculaires d'ailleurs que des activités en elles-mêmes, pour qu'elles soient beaucoup plus ciblées par rapport aux personnes. Ok, très bien. Vous avez aussi, si je ne dis pas de bêtises, vous avez de la chiropraxie au programme des soins. Alors, vous ne dites pas de bêtises, effectivement. on a à travers ça, donc on a commencé par ces massages sportifs et on est en train de développer un pôle santé. Ce qu'on appelle un pôle santé, effectivement, qui va regrouper
plusieurs disciplines, donc tout ça en adéquation avec notre démarche qui, effectivement, on a une chiropracticienne, donc là, on va plus agir sur le corps. On a également de la cryothérapie en corps entier, donc là où on va plus agir sur un côté anti-inflammatoire, antalgique, antidouleur, et endorphinique, justement. On retrouve tout ça. Donc tout ça, c'est complémentaire par rapport à notre visée. Ok, merci. Donc c'est important de prendre soin de soi, et justement, ces moments qu'on s'accorde avec soi, c'est vrai qu'il faut aussi en profiter pour apprendre à écouter un peu plus son corps. Il y a un proverbe qui dit « Si tu écoutes ton corps lorsqu'il chuchote, tu n'auras pas à l'entendre crier ». Et c'est vrai qu'au sortir du confinement, mine de rien, le corps fait passer des messages. Justement, peut-être qu'avec le télétravail, on a mal au dos. Et du coup, je pense à la chiropraxie qui sert quand même à soigner le dos. On peut avoir les jambes lourdes aussi. Donc, c'est important d'écouter les signaux que notre corps nous envoie, notamment après cette période aussi si particulière, avant que le corps nous dise stop. Et là, Julie, je me permets de m'adresser à vous parce que c'est vrai que vous avez une expérience tout à fait personnelle que vous avez accepté de partager avec nous. C'est ça. Vous n'avez pas forcément écouté votre corps et du coup, il vous l'a fait payer. Une grossière erreur de ma part. C'était il y a presque 3 ans maintenant. Donc à l'époque, j'étais à New York et je travaillais énormément. Je donnais plus de 30 cours par jour et c'était obligatoire pour moi de faire en plus 1h30 de mon propre sport, 30 cours par semaine, pardon, et 1h30 de mon propre sport par jour. Donc, c'était un emploi du temps du 7 jours sur 7. Je ne prenais pas de vacances, je ne savais pas ce qu'était un dimanche, etc. Mais par passion, c'était vraiment quelque chose, moi, j'étais dans quelque chose que j'adorais faire, donc je continuais. J'ai eu un lumbago à un moment que j'ai complètement ignoré. J'ai continué mes 30 cours par semaine, etc. Et puis, un beau matin, je me réveille. Après, j'avais donné le cours d'un week-end, 8 cours d'affilée, qui sont des cours très physiques. Et puis, New York, c'est grand, je courais partout. J'étais entre New York, les Hamptons, enfin bon. J'avais un emploi du temps, voilà. Je me demande encore comment c'est possible, mais bon. Je continuais. Et un matin, je me réveille d'un cauchemar. Et dans le cauchemar, le docteur me dit, bon, en anglais, mais il me dit « Julie, tu es à ça de te faire une hernie discale. Tu m'entends? À ça. » J'avais jamais eu d'hernie discale. J'avais quand même ce lumbago qui m'embêtait, mais je ne savais pas encore que c'était un lumbago. Ouais. Je donne mes 4 cours. Il m'en restait 2. Et là, dernier mouvement du cours. Un mal indescriptible à ce jour. Si on me demande, on me donne tout l'or du monde pour ressentir cette douleur pendant 10 secondes, je dis non. Ouais. Je m'écroule par terre, transportée à l'hôpital, etc. Double hernie discale. Je suis sortie de l'hôpital en fauteuil roulant quand même. À 28 ans, ça m'a un petit peu choquée. Ouais. Et au bout de quelques semaines, avec absolument zéro amélioration, on m'a dit, écoute, il faut se faire opérer, ça va te prendre 1 an à remarcher correctement, si tu as de la chance, et puis ta carrière, c'est fichu, tu arrêtes. Autant vous dire que je n'avais pas d'autre plan, puisque c'est ma passion et que c'est ça ou rien pour moi. Mais je me suis sentie, dans l'ambulance, je me suis dit, quelle idiote. Ouais. Je me répétais, quelle idiote, parce que je le savais, en fait. Et ce rêve, il est arrivé la veille, et je pense que le corps sait vraiment. C'est-à-dire que je n'avais pas eu d'hernie discale, donc il n'a même pas cette conscience-là, en fait, au départ. Je n'ai pas de quelque chose à comparer. Il n'y avait pas un souvenir, quelque chose à comparer, mais je le savais. Et quand j'ai parlé aux gens dans l'ambulance, j'ai dit, c'est une hernie discale. Non, c'est une hernie discale. Non, je le savais à cause de ce rêve, en fait. Mais je n'ai pas eu cette expérience avant. Ouais. Et pour moi, c'est quelque chose qui a été vraiment depuis... Alors, faut pas, quand on est fatigué, qu'on a la flemme, c'est différent. Ouais. Mais si on a une douleur, quelque chose, je pense que maintenant, je fais obligatoirement attention et j'incite mes élèves aussi à faire attention. C'est bien de se pousser dans le challenge pour outrepasser la fatigue, justement, parce que le sport donne de l'énergie. Donc, si on est fatigué, on se sentira mieux après une séance de sport. Et non pas l'inverse. Des fois, on dit « Oh, je suis trop fatiguée pour faire du sport ». Pour moi, c'est l'inverse. C'est là qu'on gagne l'énergie. Mes clients new-yorkais sont des gens qui travaillaient énormément avec des postes à haute responsabilité. Ils faisaient leur sport à 6h du matin parce que c'était le seul moyen pour eux de faire face à toutes les pressions qu'ils avaient ensuite, en fait. Donc, il y a vraiment ça. Mais il y a l'autre côté. Il ne faut pas aller trop loin. Et le corps, moi,
je connaissais pas ce proverbe, mais c'est marrant. Dans mes cours de yoga, je dis souvent à mes élèves, si vous l'écoutez, le corps est très bavard, mais il faut l'écouter jusqu'à un certain degré, mais c'est très, très important. Moi, depuis ça, je fais attention et à moi-même et vraiment à mes élèves. Le corps, il en sait plus que notre esprit, en fait, d'un certain côté. Il faut vraiment aligner les deux. Il faut que l'un et l'autre se mettent un peu au diapason l'un de l'autre et qu'ils aient une conversation. L'esprit est souvent plus fort que le corps. Et c'est là où on peut avoir un problème, c'est quand votre esprit vous dit « mais non, je peux faire ça, mais non, c'est bon, je peux faire ma 5e heure de running cette semaine ». Peut-être que non. Donc, il faut s'écouter. Je pense qu'il faut prendre le temps, justement, il faut contrecarrer, de récupérer, de faire les massages. Moi, je fais du deep tissue quand je peux aussi, parce qu'on est obligé. Donc, plus on fait de sport, plus il va falloir s'en occuper, plus il va falloir faire attention à son alimentation. C'est un tout, en fait, qui va ensemble. On ne peut pas que... there is push and pull, comme on dit. On ne peut pas que push toujours. Il faut... plus on pousse, plus il faut savoir connaître les moments où il va falloir faire attention. L'alimentation, c'est très important. Et la recovery, c'est aussi très important. La récupération, merci, c'est aussi très important. C'est vrai que Pascal, vous êtes kiné, donc c'est vrai comment j'ai plus trop le temps, mais oui, de régime, oui. Comment on arrive justement, c'est ça, à savoir quand mon corps est fatigué parce que j'ai la flemme, et mon corps est fatigué parce que vraiment je l'ai trop poussé. Par exemple, c'est vrai, si j'ai des courbatures, c'est pas un mauvais signe. Par exemple, on peut se dire bon, j'ai des courbatures, je vais pas refaire mon cours de sport. Est-ce que dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut adopter comme comportement? Est-ce que par exemple, c'est vrai juste les courbatures, est-ce que c'est un mauvais signal ou non? C'est normal. Les courbatures, tout dépend à quel moment vous allez les avoir. Si c'est après resté sédentaire pendant un certain temps, ou parce que c'est dû à un sport qui soit un peu plus dynamique, comme vous le disiez, tout dépend de ça. J'écoutais ce que vous disiez et je vous rejoins totalement. Aussi bien au niveau de la nutrition, on parlait d'IMC tout à l'heure, donc ça dépend du métabolisme de chacun. Ça, c'est une chose. Une partie, un régime, comme vous disiez, qui va marcher sur une personne, ne va pas forcément marcher sur une autre. Quant à vous disiez qu'il faut savoir écouter son corps, c'est tout à fait ça. La majorité des blessures sont dues parce qu'on n'a pas su écouter son corps. Okay. Elles sont également dues, en tout cas pour tout ce qui est lumbago, hernie discale, puisqu'on a un problème de mobilité. Donc, dans le cas d'une hernie, c'est le noyau qui sort. Je ne vais pas faire un cours d'anatomie, mais il y a un manque de mobilité, d'où justement le no pain no gain à l'heure actuelle marche plus trop, même plus du tout. On est plus dans tout ce qui est yoga, pilates, où on retrouve justement cette mobilité articulaire et cette sensation de bien-être et de stretching et tout ça. On est vraiment là-dedans et c'est un tout. C'est un tout, retrouver une mobilité et qu'aurait évité notamment cette hernie, certainement ce lumbago. Et vous le dites vous-même, le corps a su vous le signaler, mais c'est vrai que des fois on est pris dans un rythme qui fait qu'on ne sait pas l'écouter, et puis on continue jusqu'à... C'est ça. Erreur de jeunesse. Voilà, ou même pas de jeunesse. Et c'est vrai que quand on s'exerce à mieux ressentir, finalement, du coup, on apprend à mieux placer le curseur, à comprendre les besoins réels de son corps. Et ça marche aussi, Marianne, avec l'alimentation, notamment pour renouer avec ses sensations de satiété, pour apprendre à manger en pleine conscience. Ça aide aussi à se détacher d'une alimentation un peu trop, justement, dans le contrôle, trop excessif ou carencée. Voilà, donc c'est la question que je vous pose. Comment on fait pour renouer avec ces sensations Oui, tout à fait. Tout ce que vous disiez, ça marche aussi pour l'alimentation, en effet. Et, je vois beaucoup de monde qui finalement ne s'écoutent plus, même au niveau de l'alimentation, et ne savent plus quand elles ont faim. Beaucoup de personnes qui ne savent plus quand elles ont faim ou quand elles n'ont plus faim. Et je crois que la première chose à faire, c'est déjà de se reposer la question avant de manger. Est-ce que j'ai vraiment faim? Ou est-ce que c'est juste parce que ça me fait plaisir, juste parce que j'en ai envie? Et encore une fois, c'est OK. Hein, si c'est par plaisir, on peut manger. Mais
l'idée, c'est d'en prendre conscience, en fait, et de le faire en pleine conscience, et de dire, OK, du coup, je le mange, mais j'en profite. Je profite de cet instant. Je crois que moi, par exemple, j'adore le chocolat. Je mange du chocolat tous les jours, du chocolat noir. Après le dîner, je prends un carré. Vous aurez peut-être d'autres expériences à partager. Moi, personnellement, c'est le chocolat. Et du coup, je prends qu'un seul carré, mais j'en profite pleinement. Vous le savourez. Ouais, je le savoure. Je ressens le chocolat qui fond, tous les arômes, etc. Et voilà, c'est mon petit moment de plaisir. Et chacun a le sien, mais du coup, c'est important de prendre le temps, de bien mastiquer. Et d'un point de vue scientifique, ça aura aussi d'autres effets, parce que déjà, on sait qu'en moyenne, en général, l'estomac met 20 minutes à transmettre le message au cerveau que ça y est, j'ai assez mangé, je suis plein. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est le fait de bien mastiquer, bien de réduire les aliments en bouche. Ça va permettre aussi de mieux digérer ensuite. D'accord. Donc c'est vrai que prendre le temps de manger, c'est important aussi quand on mange, ritualiser un peu le repas en s'asseyant, en ayant conscience de ce qu'on mange. Forcément, ça, comme vous le dites, ça fait passer des messages à l'esprit, et ça, c'est un autre point, et on était tous d'accord. On en a parlé avec Pascal. C'est vraiment, en fait, renouer avec son corps, c'est une mécanique à 360. On ne peut pas occulter l'esprit. Ce confinement, il a aussi, on l'a dit, eu des impacts psychologiques, et donc le pas à faire aussi, c'est de se sentir globalement mieux dans son esprit. Ça aussi, on peut y arriver grâce à des clés au quotidien. Et Julie, on parlait des pratiques douces, vous en avez déjà un peu parlé, mais c'est vrai que tout ce qui est yoga, méditation, sophrologie aussi, ça aide à faire du bien à son esprit, au-delà de son corps. Alors, personnellement, je pense que tout mouvement aide à faire du bien. Donc, que ce soit doux, moins doux, je pense que c'est juste à partir du moment où on bouge, c'est automatique. Les endorphines viennent. Donc, tout mouvement. Mais c'est vrai que peut-être dans le yoga, on arrive à vraiment prendre le temps et avoir plus conscience de ce qu'on fait, à être plus présent. Donc, il y a cette idée de méditation qui est ajoutée, mais pour moi, le sport est une méditation en lui-même, en fait. Si je fais un cours de HIIT, moi, je médite parce que je fais attention comment je fais mon squat. C'est de la méditation, c'est faire attention à ce qu'on fait pendant qu'on le fait. Quoi qu'il arrive, que ce soit doux ou moins doux, je pense que l'heure qu'on dédie ou les 3/4 d'heure qu'on dédie à son sport, il faut les dédier à son sport et essayer le plus possible pour en retirer tous les bienfaits, de ne pas avoir l'esprit ailleurs, en fait. C'est là aussi qu'on se blesse souvent, c'est quand on pense à autre chose, rester concentré. Mais aussi parce que si on sait octroyer ces 45 minutes ou cette heure-là pour nous-mêmes, il faut se forcer à se la donner à soi-même. Et si on est en train de penser au travail, à ceci, à ça, on n'est plus connecté avec nous-mêmes et on reste sur les problématiques quotidiennes. Après, tout ce qui est le yoga, moi, mes pratiques sont assez dynamiques. C'est vraiment du yoga à la new-yorkaise. Donc, mais j'ai un cours plus doux, le Morning Flow, où là, voilà, on prend le temps de faire les choses, de bien s'étirer, et c'est un cours que j'adore, par exemple, donner le matin. En général, les clients sont heureux de le faire le matin parce que, justement, ça permet de démarrer la journée en étant vraiment réveillé, en fait. Finalement, quand on prend le temps de faire les choses lentement et d'y faire attention à chaque mouvement consciencieusement, on a pas que le corps qui est réveillé, mais l'esprit aussi bien au clair. Donc, c'est important, oui. Et vous disiez tout à l'heure, on peut aussi revenir là-dessus, c'est vrai qu'en se lançant des défis aussi, on apprend à gagner confiance en soi, on est fier de soi. Justement, quand on se dit peut-être que je ne suis pas assez souple pour ce cours, en fait, on voit qu'on y arrive, qu'on progresse rapidement, et ça, c'est sûr que ça aide. On ne regrette jamais, en fait, quand on hésite à aller à un cours de sport, c'est vrai qu'une fois qu'on se lance, on ne regrette jamais d'avoir fait un cours de sport. C'est exactement ça. Alors, moi, on a beau... des fois, on va prendre un cours de sport on est fatigué, on a trop bu la veille, on a trop mangé. Jamais, à ce jour, je n'ai regretté un cours de sport. Je pense que mes clientes ont la même expérience. On ne regrette jamais d'y être allé. Donc ça, c'est important. Ensuite, il y a quelque chose, moi, que j'ai remarqué parce que j'ai la chance de donner mes cours entre Paris et New York, en fait. Et j'ai remarqué que en France, on est très pudique et on est peu sûr de soi.
Et si on ne sait pas faire quelque chose, on a peur d'être ridicule dans ce quelque chose et donc on ne va pas essayer. Et j'essaye dans mes cours de dire, c'est pas ça qui compte, c'est pas ce que vous croyez que ça a l'air d'être de l'extérieur, c'est juste votre ressenti. Et il faut vraiment se focaliser là-dessus, en fait, je trouve, sur le ressenti. Et ensuite, ça aura l'air joli et ensuite, on se sentira moins ridicule. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour juger. Le prof n'est pas là pour juger, normalement, si c'est un bon prof. Les autres clients sont là pour eux-mêmes. On s'en fiche des autres. C'est pas une compétition. On vient faire sa pratique à soi. Et je pense qu'il y a un vrai travail, un peu, c'est presque sociétal, hein, je trouve, sur cette confiance en soi au niveau du sport en France où ah non, je peux pas faire. À chaque fois que je dis j'ai un cours de yoga, on me dit ah non, mais je peux pas faire du yoga, je touche pas mes orteils. Je me dis toujours mais à la limite justement, ou alors mais c'est pas une bonne raison, c'est pas une bonne excuse. Donc je pense qu'il y a vraiment la manière dont on pense à sa pratique qui est hyper importante, c'est moins physique, et se donner ces challenges. Par exemple, nous, on vient de finir avec The Studio le Spring Challenge, il fallait compléter 16 cours en un mois. Finalement, la plupart des clients l'ont fini en 2 semaines, les 16 cours. On a plus de 55 personnes qui ont complété, on avait 75 personnes qui se sont inscrites dans le challenge, on en a 55 qui ont tout fini. Et ça les a vraiment motivés, en fait. Ils ont complété leur cours, ils ont eu un cadeau, etc. Et puis, en plus, c'était les bienfaits physiques et mentaux qui étaient un peu un cadeau en eux-mêmes. Donc, c'est vrai que c'est important de se lancer des challenges, peut-être de faire partie d'un studio ou de cours où il y a ponctuellement des petits challenges en plus. Ça aide aussi un petit peu. Mais surtout, ne pas avoir peur du challenge et ne pas se dire « parce que je ne sais pas faire ça, je ne vais pas essayer ». C'est vraiment l'inverse. Pour moi, c'est l'inverse. D'ailleurs, j'ai un workshop de Ballet Basics qui est de la danse classique pour les débutants complets parce qu'on me dit toujours, j'aurais toujours rêvé, mais je n'en ai jamais fait. Donc, c'est un cercle vicieux, en fait. Il faut casser ce cercle vicieux. C'est parce que tu n'en as jamais fait que tu vas essayer et que tout va bien se passer. Voilà. Il faut avoir cette douceur avec soi-même, en fait, cette bienveillance envers soi-même quand on commence toute pratique sportive. Donc, j'encourage les gens à commencer ce qu'ils veulent commencer. La natation, la danse classique, le yoga, n'importe. Commencer, c'est tout. C'est le plus difficile. Et ensuite, ça passe tout seul, ensuite, si on aime. Ça marche dans le sport et dans la vie en général. Pour tout. C'est vrai que ce qu'on apprend dans le sport, ça nous aide aussi après à se lancer dans d'autres domaines. Plein d'autres choses, D'ailleurs, cette approche un peu tout est lié, holistique, c'est aussi quelque chose qui est important. Marianne, chez WW, vous avez évolué et maintenant, c'est vrai que vous prenez en compte plus de paramètres que seulement l'alimentation. Je pense notamment au sommeil, au mindset. Vous allez peut-être nous expliquer en quoi c'est important de tout travailler. Tout à fait. En fait, le programme WW, donc le programme s'appelle Mon WW+, et on est vraiment sur une approche holistique basée sur la science, comme je le disais tout à l'heure. Et on chemine autour de 4 piliers, qui sont évidemment l'alimentation, qui est un pilier important, mais on a aussi, et c'est ce que vous disiez, on a l'état d'esprit qui est très important, parce qu'on sait que quand on est plus positif, plus bienveillant envers soi-même, on va faire des meilleurs choix pour sa santé. Et également, on a ajouté l'activité physique, parce que on en parlait aussi, on doit, pour être bien, pour se sentir bien, on doit essayer de bouger un peu plus. Mais y aller pas à pas, toujours vraiment personnalisé à chacun, où potentiellement, si on n'a jamais fait de sport de sa vie, on ne va pas faire un marathon demain. Donc déjà, on va essayer de bouger un peu plus, etc. Et le 4e pilier, c'est le sommeil, vous en parliez, parce que les études ont montré qu'en effet, c'est aussi très important pour le bien-être. C'est lié, c'est vrai, un peu à la récupération. Il faut bien dormir. Il y a aussi maintenant sur WW, c'est vrai que vous proposez des cours de sport aussi, je crois, sur la plateforme digitale. Ce qui permet de choisir aussi. Toujours dans cette approche holistique,
En fait, on a pu voir que les personnes, et notamment dans le contexte actuel, les personnes ont besoin d'inspiration et de motivation pour se sentir bien. Et c'est vrai qu'avec le premier confinement, on a lancé les ateliers visio. Ouais. Donc on avait déjà pris un tournant digital depuis longtemps, on avait une offre digitale, mais là on a fait un pas de plus vers la digitalisation avec toute une offre d'ateliers en visio. Alors en effet, il y a des lives sport, des lives yoga, des lives cuisine, etc. Il y a cuisine aussi, d'accord. Oui, tout à fait. Toujours autour de ces 4 piliers. Ouais, donc ça nous a permis, pendant le premier confinement, de continuer à accompagner nos membres pour atteindre leurs objectifs, puisque nos ateliers physiques étaient fermés. Récemment, on a été encore plus loin dans la personnalisation, puisqu'on a lancé une nouvelle offre qui s'appelle Digital 360. C'est un nouveau type de coaching, en fait, complètement inédit, un peu à la façon d'un réseau social, où on a des coachs influenceurs WW qui vont apporter du contenu, des conseils sur mesure et du contenu ludique et expert, toujours validé par nos experts, autour de ces 4 piliers. Mais on pourra trouver donc directement dans l'application WW les lives ou les vidéos à la demande. Donc ça permet à chaque membre, donc les personnes qui suivent le programme, de pouvoir suivre à tout moment, au moment qui sera le plus opportun pour eux, le contenu. D'accord. Donc c'est une belle source d'inspiration. Et d'ailleurs, Julie, vous aussi, vous avez The Studio Paris, c'est une plateforme aussi en ligne. Oui, c'est ça. Alors, on a des cours en live, en fait, en direct tous les jours, nous. Donc, on a tous les concepts. Donc, moi, on a 4 vraiment concepts signatures, mais on donne plus de 8 concepts complètement différents. Donc, ça va du stretch au yoga très dynamique, au HIIT. On a vraiment des concepts différents. Donc, on a des cours en direct, puisqu'on a des clients pour l'instant dans 21 pays. Donc, ça va de San Francisco à Sydney. C'est pas toujours facile pour les horaires. Et donc, on vient de lancer la plateforme à la demande, où donc tous les concepts et tous les cours seront disponibles à toute heure, en format illimité au mois ou à l'année. Et donc là, on aura vraiment tous nos concepts qui ont été développés à New York et qui sont pour l'instant suivis par nos membres dans tous ces pays. Donc, c'est vrai que ça permet beaucoup de flexibilité. Les cours en live, on a, par exemple, ce qui est bien aussi, c'est qu'on est en nombre limité, en fait, donc de gens qui peuvent prendre le cours, et j'arrive en fait à vraiment m'occuper de chacun. Donc, chacun a sa vidéo et on est vraiment comme un groupe, on appelle ça The Squad, et on est vraiment une communauté vraiment de gens qui presque commencent à se connaître alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés, ils sont dans des pays complètement différents. Mais pour moi, c'était important d'avoir cette connexion à mes clients, justement parce qu'on était tous coincés chez nous et on se sentait seuls la plupart du temps. Et c'était important pour moi de continuer à communiquer. Le sport, c'est pas que moi tout seul dans mon salon, c'est aussi une connexion à soi, mais c'est souvent une connexion à l'autre, au professeur, pour pouvoir progresser. On peut pas progresser tout seul, il nous faut des conseils, des corrections. Et donc, la plateforme à la demande, c'est super pour tout ce qui est c'est flexible, on peut faire à tout moment. Mes clients, quand ils partent en voyage, en week-end, ils peuvent faire leurs cours, donc c'est super. Au niveau du décalage horaire, c'est super. Et ce qui est bien, c'est ce complément de cours en live où, tiens, j'ai envie d'avoir quelque chose de plus personnalisé, j'ai envie de bouger en même temps que d'autres gens. Ça donne une motivation aussi, même si c'est en ligne, de savoir que quelqu'un à New York, et quelqu'un à Londres et quelqu'un à Berlin est en train de faire la même chose que moi là en ce moment, et de vraiment pouvoir être corrigé. Pour moi, c'est très important. J'ai toujours eu cette connexion avec mes clients qui est très importante. On se connaît tous au final. On a des nouveaux, forcément, toujours, mais c'est juste le groupe grandit. Mais pour moi, c'est important d'avoir cette limite pour les cours live, pour pouvoir vraiment corriger tout le monde et faire que tout le monde se sente inclus et que tout le monde puisse vraiment progresser, parce que c'est ça qui est important aussi, c'est sentir qu'on avance, sentir qu'on progresse. Et le mix du live et du à la demande, je trouve, c'est ce qu'il y a de mieux pour aller dans cette direction, justement. Oui, parce que c'est vrai que finalement, les côtés positifs du confinement, ça nous a fait nous rendre compte qu'on peut faire du sport, en fait. Faire du sport accompagné, c'est l'un des conseils que vous donnez, ne pas se lancer forcément tout seul pour bien faire. C'est vrai qu'avant, on avait peut-être l'image de un coach sportif, ça coûte très cher, je ne peux pas me l'offrir. Maintenant, il y a 1000 possibilités de faire du sport. Et ça, c'est vrai que c'est chouette.
C'est ça, il y a ce côté pratique. On parlait du temps tout à l'heure. Et en fait, c'est vrai qu'à la salle, il fallait y aller. Il fallait sortir du travail, il fallait prendre le métro. Donc, il y avait ce côté super d'aller à la salle. Mais pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps, il y avait pas que la partie l'heure que je consacre à mon sport, il y avait la partie transport, se changer, les vestiaires, etc. Et je pense que c'était une barrière pour beaucoup de gens, ce temps, parce que pour une heure de sport, il fallait que je consacre 2h30 de mon temps, en fait, avant. Là, par exemple, je donne des cours à 7h30 du matin. Hop, en 3/4 d'heure, ils ont fini à 8h15, ils se douchent, ils partent au travail. Il n'y a pas plus pratique que d'aller à un cours à 7h30 du matin, les transports, etc. Ensuite, prendre la douche dans la salle de sport. On n'avait pas forcément ses affaires, etc. Donc, il y a ce côté pratique et gain de temps qui fait que je pense qu'on peut vraiment, du coup, se consacrer à la pratique et non pas à la logistique. Comment je vais aller et si je rate le métro et si je vais arriver en retard. Ce stress, parfois. Là, que ce soit mes cours du matin, du midi, du soir ou le week-end, les gens sont chez eux et l'heure qu'ils dédient, ils sont vraiment à 100% dedans, en fait, du coup, parce qu'ils n'ont pas perdu de temps à aller quelque part ou à se changer, etc. Donc, je pense que j'espère je suis convaincue que ça a changé beaucoup de choses et on a atteint beaucoup de personnes qui n'auraient peut-être pas fait du sport avant. Quand j'ai commencé les lives pendant le confinement, je faisais des lives Instagram. D'ailleurs, j'ai commencé même avant le confinement. J'étais la première à Paris. J'avais plus de 1500 personnes tous les jours, 7 jours sur 7, qui suivaient ces lives et qui faisaient les exercices. Et c'est comme ça qu'ensuite, j'ai pensé à développer la plateforme en ligne. Mais c'est beaucoup, 1500 pour le studio venait d'ouvrir 2 semaines plus tôt, etc. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'y sont mis et j'espère vraiment pour eux qu'ils auront vu les bienfaits, j'espère que ça a motivé une partie de la population qui n'aurait pas fait de sport sinon et qui va continuer à le faire. Voilà pour les côtés positifs un peu du confinement. Il faut en trouver. Oui, c'est ça. Donc, on est d'accord. Bon, l'un des maîtres mots, c'est vraiment la bienveillance, la douceur. Et justement, dans cette quête de renouer avec son corps, dans cette quête de relations plus saines, encore une fois, comme on ne vise pas la perfection esthétique, on ne vise pas la relation parfaite. Il faut dire ce qui est, il y aura des hauts et des bas. On espère qu'il y aura quand même plus de hauts, mais le but, ce n'est pas de s'engouffrer dans une nouvelle tyrannie pour aimer son corps à tout prix. Ce n'est pas facile. Si déjà j'arrive à le respecter en lui accordant des moments, si j'arrive à l'écouter, à l'accepter, peut-être qu'un jour, enfin, j'arriverai à l'aimer. Et l'un des derniers messages aussi, je trouve qu'il est important de faire passer, c'est de dire que voilà, peu importe mon corps, j'ai le droit de l'aimer, j'ai le droit de me regarder dans le miroir en me disant je suis pas trop mal. Ça ne veut pas dire que je suis narcissique, c'est vrai que vous le disiez, alors en France on est un peu comme ça, voilà, on n'a pas l'habitude de se regarder et de se dire je suis au top, mais pourquoi pas commencer à le faire. En tout cas, on espère que cette conversation aura donné des clés pour y parvenir et pour tendre vers une relation plus vertueuse. Merci à vous 3 d'avoir été ici aujourd'hui. À très bientôt.